Merci Vincent de m'inviter à cette école thématique. Donc pour évoquer la question de la perception de la culturation au travers de la céramique, je vais vous présenter le site de Lyon, qui est celui que je connais le moins mal. Lyon apparaît comme un parfait laboratoire pour tenter de lire les marques des modalités avec lesquelles les habitants y ont embrassé ou accueilli une nouvelle culture, ceci au travers de la céramique. En effet, nous avons, grâce aux textes antiques évoquant notamment les débuts de la colonie de Lyon, une connaissance de l'histoire événementielle de Lyon qui autorise d'y confronter l'évolution de la culture matérielle et en particulier la céramique consommée et ou produite sur place. Alors nous avons la chance de disposer à Lyon en effet d'une documentation archéologique de très bonne qualité, comme souvent en contexte fortement urbanisé d'ailleurs, qui couvre la fourchette chronologique allant du 2e avant au 5e après, en tout cas. Donc les US, en général, sont très bien calés. Alors je parle de la ville haute de Lyon, qui est le centre-ville de la ville romaine. Les US, en général, sont très bien calés en chronologie relative grâce à une stratigraphie fine, réalisée à l'intérieur d'une puissance stratigraphique presque continue sur le site de Lyon, du 1er avant au 3e après. Les ensembles céramiques sont souvent abondants et importants quantitativement, ce qui permet une exploitation quantitative et statistique. Ces céramiques bénéficient de bonnes conditions de conservation grâce à la qualité du terrain. Ces céramiques sont en position secondaire, mais guère davantage, c'est-à-dire que leur résidualité n'est pas trop importante. Ceci veut dire que la quasi-totalité des fragments appartient donc à une fourchette chronologique donnée, assez resserrée en général, et qu'il existe peu d'éléments qui appartiennent à une autre période chronologique plus ancienne, ce qui est un phénomène d'ailleurs qui est valable pour le Haut Empire, cette période, mais qui n'est plus du tout valable à partir du Haut Moyen-Âge d'ailleurs. Et enfin, la stratigraphie fine a permis de proposer un phasage qui autorise ensuite que les ensembles, même moins importants, même plus ténus, soient exploités, car on peut donc les recaler dans le phasage. La date officielle de la déduction de la colonie de droit romain de Lyon, la Colonia Copia Felix Munatia Lugudunum, est connue grâce à plusieurs textes, et c'est le gouverneur de la Gaule chevelu Lucius Munatius Plancus qui fonde cette colonie en 43 avant Jésus-Christ pour y déduire des vétérans. Cet acte officiel signifie concrètement un apport de population avec des agents de l'administration romaine, ainsi que des notables et des militaires en retraite, probablement plus nombreux que les premiers, qui proviendraient peut-être de Narbonnaise. Une illustration des premiers niveaux. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas les moyens de connaître aujourd'hui là où les régions d'origine de ces vétérans, qui peuvent être variées, et pas nécessairement italiennes d'ailleurs, puisque certains indices suggèrent une origine de Gaulois de Narbonnaise. Mais on peut imaginer que ces vétérans, et surtout les agents romains et les notables, véhiculent avec eux un mode de vie à la romaine. On sait aujourd'hui, grâce à une activité archéologique préventive intense, en particulier dans la plaine de Vèze, que le site n'est pas vierge de toute fréquentation antérieure, contrairement à ce qu'on croyait encore il y a 40 ans, et on doit même dire qu'au 2e avant, plusieurs sites gaulois ont été fouillés. La découverte en 92 des vestiges d'un habitat de type rural à cours multiples, rue du Souvenir, avec 2 enclos emboîtés, c'est-à-dire de statut très probablement aristocratique, montre que certains habitants de Lyon pouvaient déjà faire appel à des procédés techniques italiques, comme le terrazzo, les enduits peints qui sont du premier style pompéien. On a des couvertures en terre cuite ou bien des couvertures en dalles de calcaire du Midi, voilà, une reconstitution. Donc les céramiques de ce site de la rue du Souvenir, mais aussi celles d'autres découvertes qui sont antérieures au milieu du 1er siècle, avant Jésus-Christ, permettent donc de brosser, très grossièrement bien sûr, le tableau de la batterie de cuisine utilisée par les habitants du Lyon précolonial. Une photo de la coupe du fossé aval du site du Vermacarné, dont a parlé Sylvie hier. Dans ces conditions, il semble possible de tenter de mesurer l'impact de l'arrivée en 83 d'une population censée vivre à l'italienne sur le mode de vie des autochtones, et en particulier sur ses manières de table, ou plutôt, devrais-je dire, sur ses manières de cuisine. J'invente le terme, je pense, puisque ce sont les céramiques de cuisine et surtout de cuisson que j'ai voulu pister.
Pour étudier une transformation des choix techniques et morphologiques avec l'arrivée des colons romains, il avait semblé à Maurice Picon, qui m'avait dirigé lors de ma thèse, qu'il fallait prendre comme indicateur un artefact dont la production et l'utilisation étaient continues durant tout cet arc chronologique, celui que j'ai étudié. 2 autres céramiques auraient bien sûr pu être étudiées, mais les résultats auraient porté sur d'autres phénomènes, c'est-à-dire les amphores et les céramiques communes dites claires, par exemple. Bon, les céramiques dites fines, qui sont destinées au service des mets, des boissons et à leur consommation, sont déjà variées dès le second. Elles sont destinées à apparaître dans le lieu où sont pris les repas. Elles sont investies d'un rôle de distinction, car elles sont destinées à être montrées, ce qui n'est pas le cas des céramiques communes. La plupart d'entre elles sont importées, comme l'a montré aussi Sylvie hier, dans un premier temps, et appartiennent à un réseau de commerce à moyenne et grande échelle, qui n'est pas du tout ce dont j'ai voulu m'occuper. Elles ne permettent pas de travailler sur la longue durée, car en fait, beaucoup des catégories de céramiques fines ne perdurent pas du 2e avant à la période impériale tardive, qui est la période que j'ai voulu explorer. Les amphores, qui sont des emballages, sont en effet tout à fait adaptés, en revanche, à un exercice consistant à révéler des indices de transformation dans la consommation des denrées importées, si tant est que nous pouvons mettre en relation de manière assurée les types et les contenus avec certitude, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. À Lyon, les amphores présentes aux 2 premiers siècles avant Jésus-Christ, sont les amphores sans doute vinaires, avec les amphores gréco-italiques et des dressellins essentiellement. Toutefois, la monotonie de leur contenu envisagé permet de dégager donc des tendances de l'évolution de la quantité de vin consommé sur le site. L'étude des pâtes permet de réfléchir à l'évolution de cet approvisionnement. Donc leur étude est parfaitement complémentaire à celle des autres indices de changement culturel, mais dans un premier temps, c'est les céramiques culinaires que j'ai voulu étudier. Les céramiques communes claires, dites claires, comme les cruches en pâte claire, calcaire ou pas, sont réalisées avec des pâtes épurées, destinées à l'approvisionnement et surtout à peut-être la conservation aussi des boissons, peut-être à leur service. Ce sont peut-être des vases importés du monde méditerranéen et sont façonnés en tout cas sur le modèle des vases méditerranéens, on en a parlé ces 2 jours. Comme les amphores, elles peuvent révéler grâce à leur taux dans les ensembles céramiques, par exemple, l'évolution de l'attrait qu'elles représentent au sein des habitats indigènes. Mais c'est donc les céramiques les moins jolies, les céramiques de cuisson, qui nous avaient semblé la plus appropriée à l'observation d'une évolution, enfin de diverses évolutions, celle de la consommation et des manières de cuisine, d'une part, et puis aussi celle des procédés, des techniques de fabrication, d'autre part. Il a été écrit à plusieurs reprises, ceci depuis la fin des années 60, que manger et tout ce qui se rapporte à l'acte de se nourrir pour l'homme est culturel, que l'alimentation humaine est culture, car l'homme produit et crée son alimentation, il choisit sa nourriture, la manière dont il consomme, que la cuisine est un lieu d'échange où s'exprime l'identité, même si un philosophe, je ne sais pas si vous avez lu son bouquin là, François Julien vient de sortir un livre dans lequel il dit que l'identité culture n'existe pas. Enfin, ce n'est pas dans ces termes qu'il faut le dire. Alors, pour mesurer l'impact de la déduction de la colonie de Plancus sur les pratiques alimentaires et les techniques des habitants du site, on peut regarder l'évolution de la composition de la batterie de cuisine avec quelques points d'ancrage qui serviront de points de comparaison. Pour exploiter les restes en termes statistiques, il faut bien sûr bénéficier d'ensembles quantitativement suffisants. Et il s'agit de comparer donc des batteries de cuisine, c'est-à-dire de comparer la répartition des différentes formes fonctionnelles qui composent les ensembles. Pour cela, on doit se fonder sur la répartition des bords uniquement. Les tessons de panse ne sont pas révélateurs, indicateurs de forme et de fonction, encore moins des types au sein de chaque catégorie. Ceci impose donc un comptage des restes céramiques selon une progression, c'est-à-dire une hiérarchie particulière. Donc, dans un premier temps, je distingue les catégories techniques, ce que en Italie vous appelez les classes, les céramiques non tournées, tournées grises, non tournées rouges, tournées grises, tournées rouges, etc. Au sein de chaque catégorie, je rassemble les bords, éventuellement les fragments de panse
éventuellement par forme fonctionnelle. Donc la forme des céramiques communes est directement liée donc à la fonction que l'on peut connaître, pot à cuire, marmite, jatte, plat à cuire, couvercle, etc. Au sein de chaque forme, on détermine des types qui sont donc des déclinaisons de chacune des formes selon la morphologie du bord. On tente des recollages de fragments de bord pour ne pas surestimer le nombre d'individus. Ainsi, on obtient un nombre de bords qui équivaut au NMI. En Rhône-Alpes, notre NMI est un NMI strict, uniquement fondé sur le comptage des bords après recollage et non pondéré. Donc si le mode d'estimation du NMI est discutable, le nombre total de fragments, par ailleurs, par catégorie, est indiscutable. Alors, au IIe siècle avant Jésus-Christ, les céramiques communes de Lyon étudiées proviennent du site de la rue du Souvenir, comme je l'ai dit, qui est donc situé dans la plaine de Vèze à Lyon, du fossé et des structures interprétées comme étant de l'habitat. Donc, une tour probablement ici, puis le fossé ici. On a vu le plan en une vision beaucoup plus large tout à l'heure. Donc daté la seconde moitié du second siècle. Et pour le 1er siècle avant Jésus-Christ, j'ai essentiellement pris la céramique commune du site du Verbe incarné, qui a été fouillé beaucoup plus anciennement, 79, qui a révélé 2 fossés remplis d'amphores, mais aussi de nombreuses céramiques non tournées, qui ont été datées donc, du début du 1er siècle avant Jésus-Christ. L'ensemble des céramiques communes que j'ai étudiées est qualifié parfois d'indigènes parce que non tournées, n'est pas très abondant, se compose pour la rue du Souvenir de 150 individus et de 80, à peine 100 individus pour le fossé du Verbe incarné. Ceci dit, quand on compare, quand on confronte d'autres ensembles contemporains, les résultats sont homogènes, sont cohérents. Les bords des céramiques non tournées et cuites en mode B, donc plutôt grises, mais bon, qui montrent une post-cuisson peu surveillée, se répartissent en 3 formes. Essentiellement le pot, c'est ce que... Je crois que c'est Guillaume, c'est toi qui disais ça ce matin. Effectivement, le pot est une forme majoritaire, adaptée à la cuisson de mets liquides ou fluides et permettent ainsi la cuisson soit de pièces de viande dans un bouillon. On pourrait également évoquer le mode de cuisson pour les viandes conservées par le salage ou le séchage. Les textes présentent les Gaulois comme de gros mangeurs de viande et ceux de Franche-Comté notamment comme de fins préparateurs de salaison, appréciés jusqu'à Rome. Donc il devait très probablement, pour les attendrir et les rendre propres à consommation, faire ce que préconise Apicius dans son traité, c'est-à-dire les faire bouillir dans de l'eau ou dans du lait pour les attendrir. Voilà, donc les ouvertures des pots présentent grosso modo, enfin 3 profils à cette période majoritaire. Le profil à bord vertical, le premier à gauche, un col et une lèvre à peine déversée, et puis un col mouluré. Dans cet ensemble deuxième, les pots représentent la moitié des récipients. Évidemment, les pourcentages sont basés sur les NMI, sur les bords. Et puis, dans le Verbe incarné, on voit que la typologie est réduite, puisqu'on a essentiellement des vases à col cannelé. Ici, il représente 60% des céramiques communes. Ensuite, les jattes sont très, très, très abondantes également, enfin moins que les pots. Leur fonction est plus vague, puisqu'il s'agit d'un objet que nous n'identifions pas dans les textes, donc pour lesquels on a supposé une fonction qui peut aller du mélange à trituration à la cuisson, des préparations. En général, elles ont un bord rentrant, et puis on a aussi des formes un peu plus rares à droite, enfin plus rares, moins universelles, disons. Des décors digités, on a vu que les pots avaient des décors digités sur le bas du col, ici c'est sur le bord des jattes. Donc les jattes représentent entre 47% et 37% pour le deuxième ensemble. Et la dernière forme, disons, ce sont les couvercles, qui sont des simples disques plus ou moins coniques, munis d'un moyen de préhension, qui sont quand même très rares, puisqu'ils complètent le répertoire, donc entre 1 et 4%. Donc ce sont des morphologies très simples, avec 2 récipients principaux, le pot essentiellement et la jatte, qui représentent assez peu de variantes, et de moins en moins de variantes quand on avance dans le temps.
Alors pour la période postérieure à l'établissement de la colonie, je ne vais pas vous montrer les niveaux datés 40, mais d'autres niveaux... Ah ben, la jatte, oui, voilà. Un niveau de la rue des Farges, fouillé entre 74 et 80 par Armand Desbas, daté du dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ, avec assez peu d'objets pour cet ensemble précisément, mais les résultats ont été confirmés par l'association d'autres, enfin la confrontation à d'autres ensembles, et les résultats sont confirmés. Donc, dans ces ensembles, fin 1er siècle, les pots, qui vous voyez, ont une morphologie pour partie héritée de ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire un col côtelé, représentent 62% de la batterie de cuisine, précisément dans cet ensemble, donc il reste majoritaire, comme toujours. Les couvercles, censés être une forme précisément italique, permettent donc des cuissons à l'étouffée, mais ont une fonction, enfin sont plurifonctionnels, probablement interchangeables, et malgré tout, ils sont très abondants, malgré leur capacité à être utilisés dans plusieurs situations, sont assez abondants, avec 20% des récipients culinaires. Et au passage, je vous montre cet objet qui est fabriqué avec une pâte locale et qui est directement inspiré des Klibani. C'est un des deux ensembles lyonnais dont on dispose. Très, très haute, ouais, c'est une adaptation. Alors les marmites, dans cet ensemble, bon, alors, la marmite, j'appelle marmite, qui découle du cacabous italique, forme trapue, à peine plus large que haute, un peu fermée, mais pas trop, qui possède une lèvre assez développée de manière à pouvoir accueillir un couvercle. Dans le manuel d'Apicius, le terme de cacabous est associé au terme fer verré, et effectivement, il l'utilisait pour des préparations diverses qui sont en lien toujours avec les sauces et le bouilli. Donc pour la préparation, soit des sauces qui vont dans la recette de son minutal, sa fameuse recette, le minutal, qui est un plat avec des sauces, une sauce avec des ingrédients toujours identiques, plus un ingrédient phare, et qui permet aussi de préparer des ingrédients qui vont entrer dans la recette de la patina, qui est une recette avec une sauce à base d'œufs, qui ne change pas, et là aussi un ingrédient phare. La marmite a aussi été utilisée pour la cuisson d'autres mets, probablement la bouillie de céréales, la poulse également. Apicius indique que le cacabous peut servir accessoirement à faire rôtir des pièces de viande. Bon. Alors ces marmites apparaissent très timidement dans les années 40-30 dans ce premier niveau, avec d'ailleurs au départ un objet italien, mais prennent de l'importance bien plus tard que d'autres formes italiques au IIe siècle. Alors les bouilloires sont également des objets qui sont pour certains probablement d'influence italique, sont des vases hauts, ouverture étroite qui sont soit circulaires, soit trilobés, munis d'une anse, qui apparaissent timidement dans les années 30 avant, comme les plats à cuire, c'est ce qu'on va voir, et qui ne prennent jamais beaucoup d'importance, mais ce ne sont pas non plus des récipients prioritaires pour la cuisine, ce sont plutôt des accessoires, donc qui restent toujours un peu secondaires quantitativement. Donc qui représentent entre 5 et 10% de la batterie de cuisine, et ce, jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. La jatte a quasiment disparu dans le dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et c'est à son détriment que se développent les plats à cuire et les marmites. Donc les plats à cuire, probablement l'équivalent de la patina. C'est un récipient qui est donc bas et ouvert, avec des parois plus ou moins hautes, plus ou moins évasées, avec des profils courbes ou rectilignes. La patina, on sait par les textes qu'elle peut avoir plusieurs fonctions. Elle permet la cuisson sur un foyer des plats en sauce comme la patina dont j'ai parlé, qui a le même nom, enfin le plat a le même nom que la préparation. Et puis, elle peut aussi faire cuire des gâteaux, des galettes, etc., probablement au four ou sous une tuile.
En ce qui concerne les sauces, les préparations en sauce évoquées par Apicius, l'utilisation de la patina est presque exclusivement réservée à la réalisation de plats de légumes et aussi de poissons. Alors, ce sont des plats qui apparaissent, des objets qui apparaissent assez timidement dans cet ensemble du dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais qui prennent beaucoup plus d'importance vers le changement d'ère. Donc, cet ensemble permet de constater des changements importants par rapport aux contextes précoloniaux, bien sûr, qui sont à prendre en considération, car ils pérennisent pour la suite des proportions pour au moins les trois siècles, les trois premiers siècles de notre ère. Donc avec l'apparition de nouvelles formes, donc le plat cuir, la marmite et les bouilloires. Donc la modification du répertoire de la batterie de cuisine signifie sans doute une modification des régimes alimentaires, avec peut-être davantage de gâteaux, de galettes, de plats en sauce, ce que nous disent la présence de plats et de marmites. Mais il nous est encore impossible de préciser les détails de cette évolution en termes de préparation consommée. Même si nous avons les moyens de savoir, par exemple, que les Lyonnais consomment de la viande de porc, des huîtres, du gibier, il n'est pas possible d'affirmer quelles étaient les préparations alimentaires consommées, puisque ce sont des mélanges et les analyses organiques ne permettent pas encore de préciser l'association contemporaine d'aliments précis pour une recette. Voilà un tableau récapitulatif de l'évolution des formes. La batterie de cuisine des Lyonnais se compose donc du pot, qui ne disparaît jamais, qui reste majoritaire quasiment tout le long de la période, de la jatte et du couvercle. Alors ça, durant les 2 siècles qui précèdent l'installation de la colonie, alors qu'après, la jatte disparaît au profit de la marmite, du plat et de la bouilloire. C'est donc avant tout un nombre de procédés de cuisson possibles qui augmente avec l'arrivée des colons, ce qui traduit soit une réelle augmentation du nombre de modes de préparation alimentaire ou de préparation alimentaire consommée, soit plutôt le développement de la spécificité des récipients. Et dans ce cas-là, il faudrait imaginer qu'auparavant, les diverses préparations étaient cuites dans des objets identiques. Donc on peut imaginer qu'on se spécialise avec l'arrivée de récipients spécifiques. Alors le contexte lyonnais, qui offre des ensembles bien ancrés dans la chronologie avant et après l'installation de la colonie, permet aussi de mesurer l'impact de l'arrivée d'une population dite italique sur l'artisanat de la céramique, qui était de tradition gauloise. Alors les transformations techniques qu'on peut percevoir, eh bien, dans la manière de fabriquer les céramiques de cuisson, elles sont visibles entre le 2e avant et la fin du 1er avant, par exemple. Certaines caractéristiques techniques acquises alors se fixent également pour les 3 siècles à venir, voire davantage, alors que d'autres transformations techniques subissent encore des modifications par la suite. On introduit notamment le tournage. Les céramiques de l'ensemble que je vous ai présenté, l'ensemble A4 des Farges, sont dorénavant tournées pour la majorité. Cela est visible sur les vases eux-mêmes, car l'absence de tour demande qu'on régularise l'épaisseur des parois avec des outils qui laissent des marques. Donc là, je vous montre des exemples du site du Verbe incarné, essentiellement, où on voit des traces caractéristiques que vous connaissez. Donc l'utilisation d'un outil dur pour régulariser la surface externe, l'utilisation d'un outil type Estec pour régulariser à l'extérieur, et ça a entraîné les grains de sable, donc des traînées, des trous sur la surface, la régularisation de la surface interne avec un outil qui était cranté, très visible. Et puis cet exemple qui est assez rare, mais alors je trouve super, puisqu'on voit bien qu'on n'est pas dans la technique qui vise à étendre, à tirer le boudin, comme on dit. Le geste n'est pas, on n'étire pas la pâte, on fabrique une galette sur laquelle on va souder des plaques. Donc ici, c'est un fond sur lequel on voit l'arrachement, ici très bien, des panses, du départ de panse. Et là, c'est un autre exemple du fond externe où on voit très bien la soudure de la panse sur le fond.
Lorsqu'ils sont tournés, on a d'autres types de traces que vous connaissez bien, donc des micro-traces, etc. Les autres traces archéologiques laissées par l'arrivée du Tour sont tout simplement des traces liées à la production de céramique de cuisson. J'ai mis quelques exemples d'emplacement de tours, donc toujours des tours à main, bien sûr. Alors que le montage sans tour, quelques exemples ethnographiques, ne laisse pas de traces, bien sûr. Alors, dans le dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ, 20% des céramiques sont encore non tournées et plusieurs vases semblent être réalisés avec une technique mixte, c'est-à-dire une panse qui est non tournée, raclée, etc., mais un col qui semble réellement tourné, donc fini autour, enfin, on pourrait dire une technique mixte. Concernant les pâtes céramiques, eh bien, les pâtes céramiques sont dans l'ensemble réalisées avec des pâtes moins grossières au dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ que dans les ensembles précédents, puisqu'au deuxième avant, les pâtes ont jusqu'à 35% c'est le pourcentage surfacique de grains, alors que la pâte la plus courante lors du dernier tiers, même du 1er siècle après Jésus-Christ, ne contient que 20% de grains en pourcentage surfacique. Donc quelques photos de cassure fraîche et de lame mince en lumière polarisée. Donc voilà, les pâtes des ensembles précoloniaux sont des pâtes très grossières, comme ceci. On voit la taille des dégraissants, des inclusions. Alors qu'après cela, on a des pâtes beaucoup plus fines, quelques gros grains, puisqu'on travaille vraisemblablement en terre franche, parfois des gros grains, parfois des pâtes plus fines. Alors, cela peut s'expliquer aisément par le mode de façonnage adopté, le tournage, qui implique un frottement direct et rapide avec la peau, alors que dans le montage sans tour, on utilise des estecs, des outils pour régulariser les parois. Donc l'emploi d'une pâte grossière n'est pas du tout approprié au tournage. Vous pouvez imaginer la douleur du tournage. Sur 64 céramiques gauloises que j'ai analysées au laboratoire de Lyon avec des analyses physico-chimiques, 10 ont des teneurs de CaO qui sont supérieures à 6%, ce qui veut dire que les céramiques de cuisson des sites précoloniaux ne sont pas toujours faites à partir d'argile strictement non calcaire, comme cela est préconisé et comme cela est constaté à l'époque romaine. Après la conquête, en effet, ce choix me semble découler assez directement de deux caractéristiques que je viens de présenter, c'est-à-dire qu'il est possible d'adapter une argile calcaire à la cuisson si sa pâte est grossière, non tournée, avec une texture lâche. Dans ces conditions, la pâte calcaire peut résister à des passages sur le feu, alors que si la température de cuisson, enfin si la texture est fine et si la céramique est tournée, avec une texture plus fine, ce sera plus risqué. Donc on passe en fait à une argile non calcaire à partir des années 30 avant Jésus-Christ de manière assez radicale. Enfin, en ce qui concerne la cuisson, on constate une cuisson plus homogène. La couleur des tessons montre que les cuissons à partir des années 30 sont plus homogènes dans le sens où non seulement les couleurs des vases sont plus régulières sur l'ensemble du vase, sur l'ensemble du pot, mais elles sont aussi plus sombres. Donc quelques photos dont certains vous avez déjà vues là, pour les périodes précoloniales, pour la période précoloniale, et puis pour la période coloniale, des objets de manière générale plus gris, de manière sur l'ensemble des vases et sur l'ensemble du vase et sur tous les vases. Donc ça montre un mode B plus réussi, plus maîtrisé, peut-être parce qu'on utilise un four dont on ferme les orifices au moment du refroidissement, ou bien peut-être un enfumage supplémentaire en plus du mode B en fin de cuisson. Les céramiques tournées présentent aussi des parois dont l'épaisseur est plus fine qu'auparavant. Donc les céramiques coloniales, on pourrait dire, romaines, présentent des parois plus fines qu'auparavant. Ça, ce sont les effets du passage au tour, dans la mesure où, au IIe siècle avant, les récipients sont modelés par assemblage. Alors, s'ils avaient été moulés, ça n'aurait pas été le cas, parce qu'on constate que lorsque le façonnage est fait par moulage, on a bien souvent des parois beaucoup plus fines et beaucoup plus régulières qu'avec le tournage.
c'est pas parce qu'on passe au tournage qu'on a des parois plus fines, plus régulières, hein, c'est parce qu'on passe de l'assemblage de plaques au tournage. On a beaucoup d'exemples ethnographiques, on a des céramiques moulées qui sont d'une extrême finesse et très régulières, hein, du coup très adaptées à l'usage culinaire. Alors, ces choix qui interviennent au moment de l'installation des colons à Lugdunum révèlent probablement de nouvelles habitudes, des habitudes alimentaires et ou techniques, qu'on pourra imputer à une population qui apporte avec elle de nouveaux savoir-faire, des nouveaux goûts, des exigences. On comprend donc bien que ce sont les moments de rupture dans la répartition des critères morphologiques et techniques des céramiques à feu qui sont intéressants, mais aussi dans la composition des assemblages. Et c'est ces moments qu'on va être tenté de déceler de manière à proposer des moments de rencontre, ce qui implique donc que l'on travaille avec des grandes quantités et que l'on fasse des comptages. Alors, l'examen de l'évolution du répertoire matériel peut s'exercer aussi avec la céramique lorsqu'elle est considérée en diachronie sur un site ou une région, et cela même si nous disposons d'aucune information précise au sujet de l'histoire événementielle régionale. Les éventuelles transformations sont des signes de mutation sociale qu'il faut prendre en considération, même si nous n'avons pas la clé de la compréhension et nous ne pouvons pas en faire d'interprétation directe. Ainsi, à Lugdunum, nous avons observé que la céramique de cuisson subit des évolutions durant les 5 siècles de l'Empire, même si les transformations les plus importantes ont lieu à ce moment-là, dans les années 40-30 avant. Donc un tableau récapitulatif des formes. On voit qu'aucune forme nouvelle n'apparaît après ce moment des années 40-30 avant. Seul le taux fluctue. Donc les pots diminuent sans jamais disparaître jusqu'au IIIe siècle. Les jattes disparaissent quasiment pour être toujours anecdotiques. Les marmites prennent de l'importance au IIe siècle. Les couvercles connaissent de forts pourcentages dès le 1er siècle et puis déclinent au second. Les céramiques non tournées disparaissent à partir de l'installation de la colonie, sont radicalement et définitivement abandonnées à partir du règne de Tibère. Ça, c'est assez unique, puisqu'on a vu que dans plein de régions, on a une survivance ou une réapparition, ou vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas, présence des céramiques non tournées au Haut Empire ou Antiquité tardive. Les modes de cuisson sont modifiés au cours de la période, avec une très forte diminution des céramiques noires à partir de la fin du 1er siècle et au IIIe siècle, où les céramiques rouges prennent donc vraiment une grande importance au IIe et IIIe siècle. Les moments de rupture que l'on traque comme autant de signes de changement dans la composition d'une population s'expriment aussi dans le continuum géographique. Ainsi, dans la région Rhône-Alpes, il est possible de dessiner des entités géographiques qui regroupent des répertoires de céramiques communes identiques que l'on peut dessiner sur la carte et que l'on a appelés des groupes morphologiques locaux, car les céramiques de cuisine peuvent se décliner, selon moi, en 3 sortes, selon leur banalité. Il y a les types génériques qu'on trouve sur l'ensemble de la région. Il y a les types régionaux qui couvrent des parties de région. Et enfin, les types locaux. Les groupes morphologiques locaux correspondent à la plus petite emprise géographique proposant le même répertoire, à partir du moment où il y a 2 sites, bien sûr. Donc on peut dessiner des cartes. Les entités qui se dessinent là donc, ont la particularité de perdurer dans le temps, ce qui valide un petit peu les propositions, puisque leur emprise géographique est à peu près équivalente depuis la fin du 1er siècle. Alors, là, sous Auguste, il y a des lacunes sur cette carte, mais elle est quand même valable, et jusqu'au 2e, 3e siècle. On a plus de données. Pour interpréter le fait que l'on retrouve des assemblages d'objets identiques sur plusieurs sites d'une même région, j'estimais qu'il ne s'agissait pas exclusivement d'un phénomène économique, comme la diffusion d'un atelier, par exemple, puisque j'ai pu constater à plusieurs reprises l'existence de plusieurs ateliers façonnant, entre autres, des vases de même morphologie, s'insérant donc dans ces entités culturelles. Alors, ces entités sont donc plutôt des aires géographiques au sein desquelles les ateliers fabriquent les mêmes objets, car les utilisateurs des localités exigent de tels vases. On serait donc là face à l'existence de groupes humains ayant en commun des sets de casseroles, en quelque sorte, et on peut proposer d'en déduire une cuisine qui serait propre à chaque entité, chaque patatoïde. De là, on peut dire que les habitants des différentes entités, des différents groupes, des différentes régions, microfaciès si vous voulez, mangent peut-être
ne mangent peut-être pas d'un groupe à l'autre, ne mangent peut-être pas la même chose, ou bien ne mangent peut-être pas de la même manière, et se distinguent, les habitants donc, des différents groupes se distinguent peut-être ainsi par ceux qu'ils mangent, comme c'est bien souvent le cas. Malgré les ruptures chronologiques et géographiques que l'on a pu noter, il est intéressant, selon moi, c'est plutôt le point de vue que j'aime adopter, de mettre en valeur les continuités, les persistances qui rassemblent. Ainsi, à Lugdunum, les phénomènes de continuité sont visibles entre le deuxième avant, le premier après, et même plus tard d'ailleurs. Vous avez pu le constater sur les tableaux que j'ai déjà présentés. Donc, il est important quand même de noter la pérennité du pot à cuire, hein, qui depuis toujours est un récipient de cuisson central et majoritaire. Qui est rarement inférieur à 50% des individus d'un ensemble. Par ailleurs, nous devons noter la perpétuation de la couleur grise, parce qu'on a mis en valeur l'abondance des céramiques rouges au IIe et IIIe siècle, mais on pourrait aussi constater constater l'autre phase du diagramme, c'est-à-dire de montrer qu'entre le deuxième et le Moyen-Âge, en réalité, la couleur grise est toujours dominante à Lyon. J'ai aussi mesuré la température de cuisson apparente des céramiques à feu, produites et utilisées à Lyon, surtout produites par dilatométrie. C'est un procédé dont on pourra parler tout à l'heure si vous voulez, qui donne une indication de la température à laquelle la céramique a pu être cuite. Alors j'avais pu voir qu'elles ne sont pas différentes entre le second siècle et le premier. En gros, on constate qu'au second siècle avant Jésus-Christ, on a des températures qui s'échelonnent entre 700 et 900 degrés, avec des trous ici qui s'expliquent par la nature des pâtes. Et en fait, à l'époque flavienne, on a des températures même au IIe siècle, qui s'échelonnent toujours dans des températures qu'on peut considérer comme étant assez basses, et c'est normal, puisqu'elles sont tout à fait adaptées à un usage culinaire, puisqu'une céramique, pour qu'elle résiste à des passages répétés sur le feu, elle ne doit pas être cuite à très haute température. Donc, je trouve que c'est intéressant de montrer en fait, cette pérennité technique, en fait. Pour approfondir l'analyse, alors j'avais fait une petite synthèse pour montrer, ça fait longtemps déjà, pour montrer ce qui change et ce qui ne change pas techniquement. Je trouve ça intéressant de montrer qu'il y a pas mal de choses qui ne changent pas. On aime les céramiques noires, on les cuit à température moyenne puisque c'est nécessaire pour un usage sur le feu avec les argiles dont on dispose. Des textures qui restent grossières parfois. En revanche, effectivement, donc on passe à des pâtes beaucoup plus standardisées, qui ne sont plus calcaires. On généralise les procédés de tournage et les parois sont plus fines. Alors, pour approfondir l'analyse, on pourrait aussi introduire dans les études la question des céramiques importées, et reparler des céramiques communes claires, en pâte calcaire à Lyon, donc les cruches et même les mortiers. Donc on a vu ce matin et hier des choses qui sont juste sur Lyon, c'est-à-dire qu'on a des céramiques communes claires comme des cruches et des mortiers importés probablement de Marseille, peut-être d'Italie, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, qui révèlent donc des contacts directs ou indirects d'ailleurs avec le monde méditerranéen, ce qui n'est pas étonnant pour un site comme Lyon. Alors l'adoption de ces formes italiques, méditerranéennes, dans l'artisanat lyonnais est très rapide. Hein, ça se fait dès les années 30, 20 avant Jésus-Christ, avec les premières traces d'artisanat en ville, dont tu as parlé, Guillaume, sur le site de Saint-Vincent, par exemple. On a un four peut-être de cruche à pâte calcaire. Et pour cette catégorie de céramique, tous les éléments, c'est intéressant de le noter, sont inégalement, dans un premier temps intégralement reproduits, c'est-à-dire que quand on fabrique à Lyon des objets de culture méditerranéenne, on est capable immédiatement de prendre les argiles adéquates, de faire les formes absolument identiques, d'adopter les modes de cuisson à la manière méditerranéenne, et ceci assez tôt, probablement à cause de l'artisanat des sigillés qui est très italien. Mais pour la céramique de cuisson, en fait, on remarque quelques, non pas résistances, mais des choix qui sont pérennes. On a
il y a certains traits qu'on ne reproduit pas, et notamment, c'est le cas des marmites. J'ai mis un exemple ici. Alors, on fait des marmites dès les années 20 après Jésus-Christ, dans un atelier lyonnais, qui sont vraiment, enfin, je ne sais pas si vous pouvez constater, la reproduction des Alternes 56, quoi. Marmite à tesa, les pentola tesapiate, mais bon, elles sont noires. Alors, c'est pas une incapacité à faire des vases rouges comme en Italie, puisque dans le même atelier, on fait des patinas, des plats qui sont volontairement rouges et d'un rouge tout à fait maîtrisé. On sent que c'est volontaire. Donc, pour cette marmite, je trouve ça intéressant de noter qu'on adopte pas mal de choses, y compris une morphologie parfaite, sauf la couleur. C'est-à-dire que c'est comme si on voulait continuer à faire la cuisine dans des vases noirs. Voilà pour Lyon, en gros. Ce sont des gros traits brossés rapidement. Donc j'ai essayé de voir ce que je pouvais dire pour l'Italie, notamment sur le site de Musarna. Donc j'ai commencé à observer les céramiques du site, enfin de l'emplacement de la domus de l'îlot D que vous a présenté Vincent. Donc voilà le territoire de Tarquinia et le site de Musarna. La domus. C'est un travail en cours, donc je peux présenter quelques grands traits, sans présenter de détails, parce que j'ai encore des problèmes de localisation d'US dans certains phasages. Il faudrait que je revienne à étudier certains ensembles importants. Mais j'ai tendance à vouloir montrer ce qui ne change pas. Donc avec Julie, on va peut-être se contredire, parce que Julie va peut-être rentrer dans les détails pour montrer ce qui, au contraire, change entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Non, on verra. Alors, les premières US exploitables sur ce site, parce que suffisamment abondantes, appartiennent à la première fréquentation de l'emplacement, vers la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ et durant la première moitié du 3e, la phase 2B, auquel on a pu rattacher 330 bords de céramique commune. Les céramiques majoritaires sont les céramiques à feu, qu'on appelle en Italie les céramiques grossières, voilà, avec 68% des ensembles. Il y a les céramiques communes claires, appelées en Italie les communes fines, 23%, et plus loin derrière, les céramiques à revêtement interne rouge pompéien, qui ne représentent que 7%. Alors à l'intérieur des céramiques à feu, les pots à cuire représentent les 2/3 des individus, qui se déclinent en plusieurs types, en types principaux. Et le dernier tiers, le dernier tiers, est occupé par des couvercles. Ce sont les deux formes majoritaires à cette période-là. Ce sont les grands traits. Hein. La phase postérieure correspond à la construction d'une première domus, vers 250, la phase 3. Et donc l'étude repose sur un ensemble d'US qui est 4 fois plus important que dans la phase précédente. Les céramiques communes comptent environ 2000 bords. Et dans les grands traits, je n'y note pas de changement, ni dans la répartition des catégories, ni dans celle des formes et des types. Seule, et ça va continuer, seule la catégorie des céramiques à revêtement interne rouge pompéen évolue, prend de l'importance au détriment des autres. Bon, je vais rester là-dessus. Donc cette répartition semble inchangée dans les ensembles postérieurs, ceux qui sont contemporains à la période de la fréquentation de cette domus, la phase 4, de 250 à 75, je l'ai noté, et ceux qui sont relatifs à la construction d'une deuxième domus postérieure, la phase 5, ce qui est logique puisque les niveaux de construction sont généralement faits des remblais du niveau précédent. À l'époque impériale, dans la phase augustéenne, correspondant à la fréquentation de cette deuxième domus, les proportions des catégories ne varient guère, sauf les VRP, qui ont continué de prendre de l'importance de manière assez imperceptible, mais qui atteignent quand même 10 ou 13%, donc qui ont doublé par rapport aux premiers ensembles. Et dans cette phase, les céramiques à feu ne montrent quasiment aucun changement de répertoire, en gros. C'est-à-dire que finalement, de la fin du 4e au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, pour la période hellénistique, on pourrait quasiment noter aucune modification visible, marquante, évidente dans l'utilisation des différentes catégories. Même si dans les détails, on perçoit donc l'émergence de certains types assez rares quand même, et l'augmentation quand même des céramiques à revêtement interne rouge pompéen.
Alors, au vu de ces résultats, je vais donc devoir me reposer la question de la pertinence des US exploités pour les différentes phases pour ce travail. Peut-être critiquer, recritiquer la position des US dans le phasage, donc l'attribution de chaque US aux différentes phases. Mais si ce résultat est confirmé, c'est intéressant, parce que là, ça révèle quand même une stabilité des traditions alimentaires et artisanales qui doivent être très ancrées, ou en tout cas un artisanat complètement adapté, maîtrisé par la société qui le produit, quoi. Alors cette persistance de la répartition des différents objets au sein des catégories techniques, mais aussi celle de la représentativité des différentes catégories techniques, elle me semble-t-il confirmée par notamment la pérennité du pot à lèvres en amande. Alors c'est un pot qui, comme tous les pots fabriqués, utilisés avant la période impériale dans la région, a un diamètre d'ouverture qui est souvent quasiment égal au diamètre maximum de la panse. Ça, c'est un trait vraiment caractéristique, et dont la lèvre forme un épaississement externe au bout d'un col important, très évasé. Alors il semble que cette morphologie de peau soit directement héritée des peaux réalisées auparavant dans la catégorie des céramiques grossières type impasto, utilisées dans toute l'Italie centrale et méridionale, et connectée peut-être aussi donc avec les vases plus anciens, connus dans le Latium notamment dès le 7e siècle, si je ne me trompe pas, les internal red slip par exemple, qui sont enfin vraiment la réplique en fait de cette forme, quoi. Alors voilà, on peut en voir dans les musées des termes de Dioclétien, un ensemble du 6e siècle avant Jésus-Christ, d'après le cartel. Voilà un autre exemple qui est daté fin 7e, 6e, qui est exactement ce qu'on trouve dans les niveaux plus tardifs. Voilà, pour avoir une idée de cet aspect de peau, où on a un col évasé, et ça c'est très caractéristique, puisque après les périodes impériales, on passe vraiment à une autre morphologie, on le verra tout à l'heure. Une autre forme répandue à Musernadel à la fin du 4e semble hériter des vases plus anciens, très bien connus dans la vallée du Tibre de la seconde moitié du 7e siècle. Ce sont les bassins à 4 tenons, les testi da pane con quattro prese. C'est pas ça, c'est un détail. Bon, alors j'ai pas trouvé quelque chose de très très convaincant, définitif sur l'utilisation de ces objets, mais n'empêche que ces vases à 4 pieds, donc sont vraiment, on les reconnaît très bien puisque c'est unique, c'est rare, quoi. Bon, on pourrait servir soit des bassins, soit des chaufferettes, soit des canounes, soit des couvre-plats. Il y a plusieurs propositions de fonctions avec des traces de feu internes. Et c'est des choses donc qu'on trouve encore dans les US de la phase augustéenne en position résiduelle très probablement, mais qui connaît pour le coup quand même une continuité qui est très large et qu'il faudra sans doute quand même confirmer peut-être avec des US très bien calés qui contiennent peu de résidualité pour savoir jusqu'à quand on a vraiment la production de ces formes-là. Alors si on observe quelques US datant de l'Antiquité tardive, la dernière période de fréquentation à l'emplacement de la domus, la phase voilà, que l'on date 4e, 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, on voit toujours exactement la même répartition des 3 principales catégories au sein des céramiques communes. En revanche, au sein des formes de céramique à feu, on perçoit l'avancée qu'ont faite les 2 formes réputées comme emblématiques de la période impériale, c'est-à-dire le plat et la marmite. Di Giovanni avait dit en 1996 que ces formes étaient typiques de la période impériale. Mais en réalité, c'est une allégation qui est quand même tendancieuse, parce qu'en réalité, elles sont peut-être typiques, mais ça laisse croire qu'elles sont majoritaires, abondantes, etc. Mais elles ne sont pas majoritaires. Le pot, dans les comptages, le pot, on révèle on note bien que le pot reste toujours majoritaire, même dans les ensembles impériaux, antiquité tardive. Alors, c'est visible aussi sur d'autres sites, dont les données sont présentées en fonction de la chronologie et de manière quantitative, ce qui n'est pas si fréquent finalement dans la littérature italienne, mais lorsque on dispose de ces données, on peut le constater. Un tableau récapitulatif avec des trous pour l'instant.
simplement pour montrer que les pots totalisent à peine un tiers des individus dans cette catégorie, mais restent quand même bien présents, et sont suivis effectivement de très près, mais comme toujours à Mouzarna, par les couvercles, un tiers, et dans cet ensemble par des marmites et des plats qui sont devenus très abondants avec 14 et 15% des bords. Voilà, donc c'est un travail en cours à compléter, à confronter, à corriger. Alors, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire aujourd'hui.